Salut les néo-autonomistes. Beaucoup d'entre vous vivent encore en ville et rêvent d'espace pour se lancer dans diverses plantations de plantes comestibles. Je suis allé à la rencontre de Valérie Tsimba qui fait pousser des centaines de plantes sur son balcon de 4 mètres carrés et son appartement de 36 mètres carrés. C'est en faisant qu'on fait et Valérie va vous inspirer tout de suite sur l'archipel. Bonjour Valérie. Bonjour Brianne. Je viens te voir parce que nous avons la chance d'être auteurs tous les deux aux éditions Ulmer. Oui. Et j'ai reçu ton livre. Merci. Qui est très vite arrivé, je t'en prie, qui est très vite arrivé dans les mains d'une autre personne qui avait envie de le lire. Alors coucou à la personne, merci. Je l'embrasse aussi, bonjour. Et j'ai l'impression que c'est même plus une passion, c'est presque une folie. Reprends-moi si c'est peut-être extrême ce que je dis. Oui. Mais tu fais un balcon de nourricier. Oui. En permaculture. Alors là, je serais assez curieux de savoir comment on développe et pourquoi la permaculture, surtout dans un milieu urbain. Oui. Et je vais avoir plein de questions à te poser parce que aimer autant de verre en ville, c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est vrai. Pourrais-tu te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais comme travail, si c'est ton travail, n'hésite pas. D'accord, donc je suis Valérie, donc j'habite en région parisienne, à 2 pas de la Défense, et je suis passionnée de jardinage. Donc ça c'est le premier point. Professionnellement, je travaille dans l'informatique, donc dans une société du CAC 40 à la Défense. Et dans la vie de tous les jours, je suis passionnée de jardinage et donc je passe mon temps. Le reste du temps. Le reste du temps, le temps qui me reste, je le passe à jardiner. Et aussi, on va parler des associations et tout. Oui, à jardiner à titre perso, mais aussi à transmettre et à transmettre à tous les publics. Donc je commence avec des tout petits, notamment à partir de 17 mois. D'accord, ah oui. Voilà, vraiment très très jeunes, jusqu'aux adultes. Et je balaie comme ça différents âges de la vie. Ah oui, c'est vraiment de très jeune à... Oui, c'est assez large. Oui. Est-ce que tu as vu un engouement pour ce genre de choses ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire? Alors déjà, oui, j'ai observé un engouement, notamment en milieu urbain, puisque moi je suis citadine. On le voit bien derrière. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je vais juste montrer, excuse-moi, je te coupe une seconde, mais on répondra à cette question. Oui. Ça, c'est ma petite dédicace. Oui. Voilà où je travaillais. Oui. Regardez bien derrière, attention, les tours là-bas que vous voyez. J'ai passé presque 12 années de ma vie là-bas. Excuse-moi Valérie, mais fallait que je... Alors attends, je tourne. Faut pédaler. Oui. Voilà, donc est-ce que tu as vu cet engouement justement, tu l'as senti ces derniers mois? Oui, je l'ai senti, je dirais même ces dernières années. Après, effectivement, il y a eu une accélération avec la crise sanitaire, mais c'est quelque chose, c'était déjà une tendance de fond qui était déjà là en fait. Tu sentais déjà ? Voilà, déjà depuis plusieurs années. En ville, ça se traduit notamment par le développement des jardins partagés. Donc des espaces qui permettent en fait à des citadins d'avoir accès, alors soit en pleine terre, soit dans des bacs, mais d'avoir accès à un espace de jardinage. On peut jardiner n'importe où. On va montrer un petit peu. Oui, finalement, on peut jardiner n'importe où. Après, c'est les contraintes du lieu qui feront que on choisira un aménagement plutôt qu'un autre. Mais dans l'ensemble, on peut jardiner partout. Donc il y a des jardins partagés en pleine terre, donc après analyse des sols, bien évidemment. Mais il y a des jardins partagés aussi dans des bacs, donc hors sol. Donc là, c'est lorsque la terre est trop polluée. C'est déjà arrivé? Ah oui, en ville, en ville, c'est une problématique assez courante, récurrente d'avoir des sols pollués. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains jardins partagés sont mis en place hors sol, voilà, avec des bacs. Et après, j'ai déjà vu aussi des jardins partagés sur des toits. Ah oui. Oui. Donc, on est quasiment sur les toits. On n'est pas très loin du toit. Donc oui, je dirais globalement, on peut jardiner partout.
Il faut juste qu'effectivement le lieu et les contraintes du lieu s'y prêtent, mais c'est tout à fait possible de jardiner partout. Moi Valérie, j'ai eu envie de te voir parce que je suis face à des personnes qui ont envie de partir Oui, et qui sont coincées pour plusieurs raisons, notamment professionnelles ou parce qu'ils ont des enfants, parce Oui. qu'ils attendent la retraite. oui, Et je voudrais qu'avec cette vidéo, oui. on donne envie aux gens de se lancer malgré que l'on soit en ville. Mhm. Donc on va présenter un petit peu aussi ta passion Oui. pour les tomates notamment. Oui, entre autres. Là, ici, donc tu as 4 mètres carrés. Oui. Pour dire aux gens, je dirais qu'il y a 70-80 cm de large. Alors en fait, sur cette partie, parce qu'il y a cette partie-là, mais pour moi, je la compte pas. Donc on va dire que du mur jusqu'à là, j'ai 60 cm à peu près. D'accord. J'ai des bacs là, typiquement ce bac qui fait 40 cm de largeur. Donc en fait, on voit bien qu'il me reste pas grand-chose. Il me reste voilà, juste de quoi passer et encore passer en me mettant de profil. Oui, j'ai du mal à passer tout à l'heure. Je suis allé jusqu'au bout. Je disais, je suis coincé avec mon ventre. Je passe pas, Valérie. Ouais, donc c'est vraiment restreint. Et au fond, ça va jusqu'à combien? Jusqu'à la grille là? Ça va jusqu'à la grille, ça fait à peu près 5 mètres, quelque chose comme ça. D'accord, je vais essayer. Alors attends, Ouais. ça va être un peu... Je pensais pas que ce serait aussi acrobatique, mais c'est assez drôle. Je montre aux gens, il y en a partout, il y a même des petites... Hop, alors excusez-moi, parce que c'est quand même assez exigu. Alors là, on vient de rentrer, pour que les gens ils rigolent, il y en a vraiment, vraiment partout. Tout ça, c'est à destination, c'est pour être consommé ou tu fais des échanges, tu t'en donnes, comment? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a pas mal de plants que je fais pour moi, donc pour mes cultures. Et puis, je fais des plants aussi. Donc, enfin, tout ce qui est là, je suis partie de la graine, hein. Donc, voilà, j'ai vraiment fait tous mes plants de A à Z. Donc, certains pour moi et d'autres pour les projets que j'accompagne, puisque je fais de la transmission à travers des ateliers de jardinage. Donc voilà, je fais du plan à l'avance en fait pour ces projets-là. Tu me disais que tu travailles dans l'informatique. Oui. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps maintenant? Ton travail ou ta passion pour la plante? Peut-être ma passion. Maintenant, tu penses? Je sais pas, parce qu'en fait, je suis à temps partiel. D'accord. Donc c'est un choix, parce que je voulais avoir du temps pour moi. Donc je travaille 4 jours sur 5. Ok. Et puis mes soirées, mes week-ends Tu rempotes. voilà, sont consacrés à mes activités de jardinage. Donc, soit la réalisation d'ateliers, soit la préparation d'ateliers, soit en février-mars, la période de semis. C'est la période, depuis 2 mois, ça doit être le branle-bas de combat. Alors oui, parce que moi je commence en plus en janvier. Parce que t'es en intérieur. Je suis en intérieur et puis je tiens compte de mes conditions parce que j'ai pas de lampe de croissance. J'ai fait le choix de faire mes plants le plus simplement. Donc je suis pas forcément équipée. Et en fait, au fil des années, j'ai observé qu'il fallait que je démarre à une certaine période pour arriver à avoir des plants avec un certain développement dans mon contexte. Par exemple, les aubergines. En fait, j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai testé différentes dates de semis pour voir en fait arriver à déterminer quelle était pour moi la date optimale de semis. Et en région parisienne, donc c'est en janvier qu'il faut commencer si tu veux avoir des aubergines. Alors en tout cas pour ma part, hein, après il faut que chaque personne expérimente dans son contexte, mais pour ma part, je commence les aubergines en janvier, aubergines, poivrons en janvier, jusqu'à début février, voire mi-février. Et après, voilà, quoi, je m'arrête là. Pour ces 2 cultures-là, vraiment, je les commence très tôt. C'est pas ce que tu fais le plus. Tu fais surtout les tomates, tu m'as dit. Alors, je vais faire rire les gens, je vais me reculer. Je te charriais là-dessus, mais t'inquiète pas, ce sera filmé. Alors, attends, c'est un peu long. Donc, voilà. Je vais expliquer aux gens ce que j'ai compris, mais
n'hésite pas aussi à ajouter. Oui. Donc là où je suis en train de t'interviewer, c'est là où tu dors maintenant. Oui, Avant, ici, c'était ta chambre. exactement. On peut dire ça. Là, c'est une pièce. Alors, je vois, pour dire un petit peu aux gens, au loin, il y a des livres, il y a des pots. Alors, tu m'as dit, tu as monté, parce que toi, par contre, tu es embêté, c'est que tu es obligé quand même d'avoir du terreau. Oui. Enfin, la terre, tu l'as pas naturellement. Ah oui. Puis vu la quantité de semis et de plants que je fais, j'ai besoin de terreau, c'est clair. Et alors, tu fais comment pour le compost? Alors pour le compost, j'ai 3 solutions, je dirais. La première solution, c'est que je fais du compostage de surface. D'accord. Donc je garde mes résidus de culture et je les mets dans mes bacs en guise de paillage. Okay. L'autre solution que j'ai, c'est du lombricompostage. Ok. Et donc là, j'ai un lombricomposteur autoconstruit qui est dans ma cave. Dans la cave. Oui, dans ma cave. J'ai rigolé. Je fais semblant de l'apprendre, mais j'ai rigolé quand elle m'a dit Oui, ça. dans ma cave. Me dis pas que tu as des plantes dans la cave, parce que là. Non, j'ai pas de. Non, les plantes, non, parce qu'elles souffriraient, il n'y a pas la lumière. Mais par contre, pour les vers, c'est très bien. En fait, c'est le meilleur emplacement que j'ai trouvé pour mes petits vers. D'accord. Donc j'ai mon lombricomposteur dans la cave. Et le troisième, tu me Et dis la troisième source, quand vraiment j'ai beaucoup de matière à composter, là, je dépose dans des jardins partagés qui sont à proximité. D'accord. Voilà. Attends, je suis désolé pour les gens. Oui. Étant en région parisienne, je n'ai pas mon matériel habituel. Donc, Oui. Désolé si ça tremble un petit peu. Et donc, tu fais appel, tu as des jardins partagés, des gens Oui, des jardins partagés. Tu loues un jardin partagé? Alors non, je suis adhérente d'un jardin partagé. Enfin, je suis adhérente de 2 jardins partagés, on va dire ça. Donc le premier de manière directe, et puis le deuxième via une association, enfin via l'AMAP, puisque je suis adhérente d'une AMAP dans ma ville. Tu peux développer pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que c'est une AMAP? Oui, alors AMAP, en fait, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le principe, en fait, c'est que l'on va souscrire auprès d'une AMAP. Donc, on va prépayer nos paniers de légumes, ce qui permet donc aux maraîchers d'avoir de la trésorerie pour pouvoir, je ne sais pas, commander les semences, enfin bref, commander tout ce dont il a besoin. Donc, on fait un prépaiement à l'avance et pendant un certain laps de temps, le maraîcher nous garantit de nous livrer une fois par semaine, en ce qui me concerne, des paniers de légumes. C'est local. Voilà, donc c'est local. Alors moi, pour ma part, c'est un maraîcher qui est à Cergy, donc D'accord. pas très loin d'ici. Une quarantaine, cinquantaine de oui. kilomètres grand maximum? Je pense que ça doit être à peu près ça. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de maintenir de l'agriculture. Surtout en zone fortement urbanisée. Donc ça fait travailler un maraîcher. Et pour le maraîcher, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà ses clients. Il a déjà, entre guillemets, son débouché. Il sait qu'il va lui prendre voilà. ce qu'il plante. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant pour les 2 parties. Et puis, surtout, ce qui est important, en fait, moi, quand j'ai souscrit auprès de cette AMAP, pour moi, c'était la dimension la plus importante, c'était de soutenir un maraîcher et faire en sorte que j'ai encore un maraîcher pas très loin, puisque les maraîchers, malheureusement, disparaissent, surtout en région parisienne. Fortement oui. urbanisée. Donc moi, c'était ma motivation première, le fait de soutenir un maraîcher, et donc je suis dans cette AMAP depuis 2014 maintenant. Okay. Ah oui, donc ça commence à faire un petit moment. Oui. Et alors je vais donc dans ton livre, il y a marqué en permaculture à la fin, et moi j'ai tiqué parce que naturellement, pour moi la permaculture, tu sais, on parle de zonage et tout. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu arrives à l'appliquer? Ce serait plutôt compliqué ici. Pourquoi en permaculture? Qu'est-ce que ça représente pour toi la permaculture? Alors déjà en permaculture, parce que je suis entre guillemets, j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture en 2005. D'accord. Donc ça commence à faire un petit moment, mais le cheminement a été très progressif. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture. Bien évidemment, au départ, je ne savais pas tout ce que ça recouvrait. Tu pensais au but au début, non? Comme tout le monde.
Oui, enfin, voilà, c'était vraiment une découverte, mais une découverte avec un esprit neuf, sans idée préconçue. Et ça s'est fait en fait progressivement. Donc, je dirais, j'ai commencé en 2005. Non, pas 2005. 2015, je dis une bêtise. 2015. 2015, oui. Et donc après, ça s'est fait progressivement. Et en 2017, j'ai suivi un cours de conception en permaculture parce que, voilà, ma réflexion, mon cheminement m'avait conduit vers cette formation. Donc là, ça m'a ouvert un horizon vraiment très, très large. Ça m'a permis de comprendre un peu plus ce qu'était la permaculture, l'éthique, les principes, la notion de design aussi. Et puis, en sortant de là, je me suis dit, alors comment je peux faire dans mon quotidien pour essayer de me rapprocher de la philosophie de la permaculture et comment je peux mettre en application certains principes de permaculture dans ma vie de citadine. Des exemples, ouais, parce dans que ma là, vie c'est... de citadine et puis dans mon potager de balcon que je fais. Alors, à titre d'exemple, déjà, je pourrais reprendre par rapport à la philosophie de la permaculture, l'éthique qui est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et partager les ressources, etc. Et là, là où je m'y retrouve dans plusieurs domaines, après, il faudrait décortiquer, mais je dirais que ma passion du jardinage aujourd'hui me permet de faire de la transmission. Et d'une certaine façon, moi j'ai commencé à jardiner alors que je ne connaissais rien. Ça s'est développé au fil des années, j'ai appris, j'ai expérimenté, je me suis appuyée sur... Oui, je me suis appuyée sur des personnes qui partagent des contenus sur des plateformes comme YouTube. Et en fait, tout ça m'a permis de m'enrichir et de développer à mon tour des compétences. Et ces compétences-là, aujourd'hui, je les partage à travers les formations ou les ateliers que j'anime. Associatif et tout. Voilà, associatif. Donc, quelque part, j'ai créé de l'abondance, même si ce sont des ressources, entre guillemets, immatérielles. Mais j'ai créé de l'abondance et cette abondance-là, aujourd'hui, je la partage. Tu la partages aussi avec un livre. C'est comme ça que nous sommes entrés en contact. Oui. Et n'hésite pas à parler de ton livre, on en reparlera sûrement. Je mettrai bien le lien en description. D'accord. Parce que je pense qu'il y a quand même tellement de gens qui sont encore coincés, si je puis dire, parce qu'après on va aussi développer ça. Oui. Est-ce que tu peux déjà, dans l'envie de transmission, je présume que ce livre... Oui, alors en fait, ce livre, il vient... en fait, il y a tout un maillon dans la transmission. Je le filme en même temps. En fait, au départ, j'ai commencé à transmettre via les réseaux sociaux. Donc, en créant une page une page Facebook qui s'appelle le Jardin Nourricier Permaculture. Donc, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai commencé à animer des formations, même faire du bénévolat, enfin voilà, différentes choses. Et puis, j'ai créé mon association en 2018, là pour avoir un peu un cadre juridique, pour pouvoir continuer à faire mes ateliers, mes formations. Et le livre vient compléter en fait tout ce que j'ai fait au fil des années en matière de transmission. Donc ça permet aussi peut-être de transmettre autrement à travers le livre, enfin à travers un autre support. Et de répondre peut-être aux questions que tu as souvent entendues de la part des citadins ou même d'autres personnes. Oui, ça... Tu avais peut-être besoin de... Tu t'es dit, attends, il y a tellement de fois on me l'a posé. Oui. Toi aussi, tu t'es dit ça Oui. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de questions déjà sur les réseaux sociaux. Via les messageries. Alors, je réponds avec du délai quand même, parce que je ne suis pas forcément toujours... je considère que je suis assez connectée, mais voilà, les messages, je réponds, mais je le fais quand j'ai un moment. Donc, voilà. Donc, oui, je recevais déjà beaucoup de questions. Mais vraiment quelquefois des questions ultra basiques. Comment je fais ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai pas peur que... Mais en fait, je me rends compte que souvent, les personnes, elles pensent par rapport à elles. Elles pensent pas forcément... Ou alors, elles transfèrent leurs pensées sur les végétaux. Et leur peur. Et leur peur.
Et donc ça, c'est quelquefois un frein. Et Attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que oui, là il y a la perceuse. C'est la perceuse. Non mais c'est ouais. On a envie. Je vais te poser des questions par rapport à ça. Hein, t'inquiète pas. Dis-moi, moi justement en parlant de peur, je rebondis tout de suite dessus. Est-ce que quand tu sors des fruits, des légumes, ils sont pas noirs, ils sont pas sales en pleine ville parce que tu es quand même proche de la Défense? Oui. Est-ce que ça va? Tu constates pas de pollution trop? Non, jusqu'à présent, j'ai pas constaté de pollution particulière. Après, à titre d'exemple, à 2 pas de chez moi, là, en sortant à même pas 10 minutes à pied, il y a un jardin partagé en pleine terre. Donc pareil, ce qui est produit là en pleine terre est mangé par les adhérents. Donc moi, je suis à peu près dans la même configuration. Alors après, je suis un peu plus en hauteur aussi. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais en tout cas, j'ai jamais constaté quoi que ce soit. Quand je cueille mes légumes, que je les lave, j'ai jamais constaté des dépôts de pollution ou l'eau qui change de couleur ou quoi que ce soit. J'y ai pensé. Alors. Oui, non, mais je pense que c'est une question tout à fait, c'est une interrogation tout à fait légitime. Mais j'ai jamais rien constaté de particulier et ce que je cultive est vraiment savoureux. Donc, oui, ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu aurais une idée de ce que tu arrives à produire parce que bien sûr tu gardes des plants, parce que c'est pour aussi le goût. Oui. Tu as une idée un peu sur des plants de tomates par exemple, combien tu en produis et combien tu as de variétés de plants de tomates? Alors, l'année dernière, j'avais cultivé environ 15 variétés sur mon potager, en fait entre mon potager et mon rebord de fenêtre, qui est dans ma pièce d'à côté, et puis aussi le rebord de fenêtre de la cuisine. Donc j'avais j'avais 15 variétés différentes de tomates, parce que l'été, en fait, je cultive surtout des tomates. Ça, c'est mon péché mignon. Tu arrives à en avoir tout l'été, par exemple? Alors, j'en ai tout l'été. Alors après, j'en ai peut-être pas forcément en début de saison. L'année dernière, en fait, j'ai commencé à récolter mes tomates quand même assez tardivement. J'ai commencé à les récolter entre la mi-juillet et à partir de la mi-juillet, fin juillet, début août. D'accord. Et jusqu'à quand après alors? Alors après, j'en ai récolté jusqu'en octobre, sans problème. Octobre, voire même tout début novembre. Hein. Et tu as une notion un peu par rapport à tout ce que tu as De la quantité, non, parce que malheureusement, j'ai pas pesé. J'ai une petite balance qui est pas très pratique. En fait, moi, la balance que j'ai, c'est une balance pour peser les graines. C'est une petite balance de précision et c'est pour. Je l'avais prise pour les graines en fait, parce que je reproduis mes semences et donc elle n'est pas adaptée pour peser les légumes en fait. Mais tu arrives à faire une petite salade tous les jours? Alors oui, en fait tous les jours j'ai des récoltes. Ça va être des récoltes plus ou moins importantes, quelquefois juste des aromatiques, quelquefois juste de la laitue, mais j'ai des récoltes tout le temps. D'accord, donc tu as toujours quand même quelque chose qui vient du... Oui, surtout à la saison, entre guillemets, ce qu'on appelle la belle saison, à partir du printemps. Après, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu moins, mais ceci dit, j'arrive quand même à avoir des récoltes parce que je cultive pas mal de légumes feuilles. Et donc ça, je peux faire des récoltes régulièrement. Légumes feuilles, tu as des exemples pour les gens? Alors, la blette, par exemple. La blette est un légume feuille et c'est un légume que j'ai tous les ans au potager. Et surtout l'hiver, en fait, parce que comme au printemps-été, je privilégie les tomates. L'hiver, j'ai toujours de la blette, j'ai toujours des... Ah oui, vraiment très très bien. Ça passe très bien l'hiver, sans problème. Même sur un balcon, et qui plus est en ville, en pot, en ville, parce qu'en ville, en fait, on a quand même quelques degrés de plus que si on s'éloigne de Paris. Plus on s'éloigne de Paris et qu'on va un petit peu, entre guillemets, en campagne, là, les températures ne sont pas les mêmes. Donc, quelquefois, on a jusqu'à 2 degrés d'écart, voire 3 degrés. Et ça joue énormément sur les cultures. Dis-moi, autant de passion, Valérie, comment ça se fait que tu vis encore en ville? Est-ce que tu peux me dire comment une personne qui se passionne autant, qui va jusqu'à changer de lieu, de pièce de vie, pour avoir, je montre encore aux gens,
de quoi produire. Est-ce que ce sont des impératifs ou est-ce que tu peux nous développer? Ça va intéresser quand même beaucoup les personnes, surtout quand ils vont voir tout ça. Pourquoi tu ne cherches pas un lopin de terre plus grand pour planter 50 fois plus? Alors, c'est clair que j'aimerais avoir un espace beaucoup plus grand pour cultiver davantage. Aussi parce que je suis passionnée, comme je disais, de graines, de variétés. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir cultiver beaucoup de variétés. Parce que là, tous les ans, je dois faire un choix. Des fois, c'est cornélien. C'est pourquoi je privilégie telle variété et pas telle variété. Donc, tous les ans, c'est vraiment un casse-tête pour moi, notamment dans les tomates. Notamment dans les tomates. Et oui, clairement, j'aimerais bien avoir un espace beaucoup plus grand. Aujourd'hui, pour l'instant, ça me suffit. Parce que j'ai mon petit potager de balcon de 4 mètres carrés, mais comme j'accompagne des projets de potager, j'ai la possibilité aussi, à travers les projets que j'accompagne, de glisser des variétés. Et donc, si elles ne sont pas cultivées dans mon potager en lui-même, je sais qu'elles sont cultivées ailleurs. Donc voilà, ça c'est une des raisons. Alors ça, c'est l'une des raisons. Et puis après, je pense que ça se fera. Je ne sais pas encore à quelle échéance, à quel horizon, mais je pense quand même. Mais voilà, j'y pense. Ça fait plusieurs années que j'y pense. Pour l'instant, je n'ai pas encore sauté le pas. Vous avez quitté la ville. Voilà, exactement. J'ai pas encore. Bravo. C'est bien. Bien placé. Donc j'ai pas encore franchi le cap, mais je sais que voilà, c'est une question sur laquelle je réfléchis déjà depuis plusieurs années. Alors pas de manière intensive, certes, mais régulièrement j'ai des voilà quoi, ça revient. Et voilà, j'ai des signaux, ça revient, et je me dis que peut-être que mon cheminement de pensée n'est pas encore terminé. Tu me parlais d'équilibre. Oui. Grâce aux plantes, que c'est un équilibre, que peut-être que sans cette passion, tu peux développer, parce que je voulais vraiment l'enregistrer ça. Alors oui, parce qu'en fait, j'ai trouvé un équilibre de vie grâce à ma passion pour le jardinage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on revient quelques années en arrière, il y a un moment où vraiment la vie citadine me pesait. Il y avait le rythme de vie, le stress que génère le rythme de vie que l'on a, en tout cas autour de Paris. Il y avait peut-être aussi les conditions de vie, parce que moi je suis dans une ville fortement urbanisée, avec une densité de population assez importante. Et avoir autant de personnes au même endroit, ça peut vraiment être une source de stress. Et encore, moi, j'ai la chance de ne pas prendre les transports en commun, donc je tiens à préciser ça. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir aller travailler tranquillement à pied, donc j'estime que j'ai des conditions vraiment... voilà, j'ai une grande chance par rapport à toutes les personnes qui habitent la région parisienne. J'ai des collègues qui prennent les transports en commun et à chaque fois c'est ultra compliqué. Donc moi j'ai cette chance-là, mais même en ayant cette chance, j'ai senti que ça commençait à faire beaucoup. Et quelque part, le fait que je me sois passionnée pour le jardinage. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Voilà, je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là, parce que j'arrive encore à vivre ma passion dans des conditions plutôt bien, plutôt correctes. Les projets sur lesquels je travaille sont des projets, je ne dirais pas coup de cœur, mais c'est des projets qui sont faits avec le cœur. Et alors, je n'ai pas forcément énormément de projets, mais les projets que j'ai sont vraiment faits avec le cœur. Et donc, donc voilà, ça me tient ici parce que quelque part, ça nourrit un besoin. Tu me parlais de la roue du hamster, et tu sais que c'était un terme, je t'ai dit, mais c'est fou, tu as vu que je l'avais déjà employé, tu me dis, non. Non, j'ai pas lu ton livre, je suis désolée. Coupez
Non mais Oui. la roue du hamster, Oui. je l'ai employée aussi Ouais. et tu l'as employée. Et c'est vrai Oui. que c'est quelque chose qui revient Ah oui, oui, très oui. souvent. Ça Oui. s'accélérait. Oui, moi j'ai vraiment le sentiment que, en tout cas de moi, mon observation et ma constatation fait que je trouve que le rythme de vie en région parisienne est tellement soutenu, tellement dense que, comme je te disais, j'ai l'impression que je suis ou on est dans une roue de hamster et que ça accélère, on mouline, mais on ne fait que, on ne fait que tourner, on ne fait que du surplace. Et après, c'est le cliché, mais c'est métro, boulot, dodo. Et moi, j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie d'autre chose qui me fasse vibrer, qui crée des émotions, quelque chose de vivant, quoi, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça grâce au jardinage. Grâce au jardinage, grâce aux plantes, grâce aux différentes variétés que je cultive. En fait, c'est vraiment une source d'émerveillement au quotidien. Et d'échange aussi, parce que on dit que quand on a un chien, qu'on le promène, le chien, c'est un... qui nous promènent plutôt. Oui, ou le chien qui promène son maître. Le chien, c'est un vecteur de communication. Eh bien, moi, je trouve que le jardinage aussi, c'est un grand vecteur de communication. Et donc voilà, je pense que c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et grâce à ça qu'aujourd'hui, j'arrive à, entre guillemets, supporter la vie en ville. Donc tu as notion qu'elle est quand même, tu me le disais, très, très complexe. Oui. On va faire rire les gens. Oui. Est-ce qu'on peut aller dans la cuisine, s'il te plaît? Toi, je te vois rire. Alors, on va pas aller jusque dans les toilettes, mais je confirme, oui, il y a aussi des plans dans les toilettes. Oh là là, mon Dieu! Non, mais si tu veux, ça te gêne pas qu'on Non, commente? on va y aller. Alors, Mais je dis aux gens, tu as 36 mètres carrés, donc c'est pour ça que c'est dingue, parce que Ouais. c'est pas non plus, c'est pas immense, quoi. non, mais voilà, quand on a une passion dévorante, Ah, c'est plus dévorant. Là. on en a un peu partout. Alors, nous sommes dans la cuisine. Oui. Alors, bienvenue dans ma cuisine. C'est vachement lumineux, là, tu vois, Oui. il y a un petit rayon de soleil. Oui, c'est agréable. C'est Physalis en face. Oui, c'est un physalis. L'amour en cage. L'amour en cage que j'ai depuis Oh, des 2 plans ans. Pardon. Depuis 2 ans, ouais. Ouais, là, en fait, il a passé son 2e hiver à l'intérieur. Et puis, prochainement, je vais le tailler pour pouvoir le sortir, parce que comme ça, il sortira jamais de la cuisine, en tout cas pas en entier. Et je le mettrai en extérieur. C'est fou. Alors attends, Ouais. parce nous avons mangé à midi, j'ai eu la chance d'être invité. Et juste, regarde, Ouais. je montre aux gens, Ouais, là, j'ai plein de Jusque- plans, ouais. sur la machine La à laver. machine à laver, Oh là là. oui. Oui. Bah, il faut bien qu'elle serve, donc... Bah oui, et elle sert tout le temps. Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'en permaculture, il y a un principe de perma qui dit un élément, plusieurs fonctions. Donc la machine à laver, elle me sert à laver mon linge, mais elle me sert aussi à poser mes semis. Le jour où tu auras la fonction parfaite, c'est si tu arrives à extraire l'eau, tu sais, tu mets quelque Oui. chose de biodégradable. Mais bon, Oui. là, ça Oui. doit être quand même très complexe dans ce genre de conditions. Oui, après, des fois, l'eau de vaisselle, moi, je l'utilise pour arroser mes plantes. D'accord. Ah oui. Oui. Faut que tout serve. Tu fais des purins, des macérations? Alors, oui, ça m'arrive de faire du purin d'ortie. Mhm. Tu veux qu'on retourne? Excuse-moi quand Ah même, oui, parce que alors on peut. c'est plus, ouais, on a plus de place là-bas sous Oui. moi. Des Alors, purins attends. d'ortie, d'accord? Oui, je fais des purins d'ortie parce qu'en fait j'ai la chance. Enfin, je connais certains spots où il y a des orties Ok. en ville et donc je vais récolter. Vas-y. Oui, pardon. Pardon, Alors, vas-y, excuse-moi. Moi, je vais je te dis, récol- voilà, ici, super. Excuse-moi. je vais récolter quelques orties et puis je fais du purin. D'accord. Ouais. Et le purin, je le fais sur mon balcon par contre. D'accord. Oui. Ok, parce Oui. que sinon, ça pue. Ah bah le purin, oui. Si on n'a jamais fait du purin, on peut être surpris par l'odeur en fait. Ouais. T'imagines, tu fais ici, là, dans les 36 mètres carrés, et que tu Oui, fais un non pain. mais je l'ai fait sur le balcon et je fermais en fait et j'ouvrais juste pour pouvoir tous les jours en fait il faut remuer donc j'ouvrais une fois par jour et j'essayais de couvrir parce que je me suis dit pour mes voisins C'est aussi. ouais c'est pas évident.
T'as des voisins qui ont déjà sonné en mode bonjour, on voit vos plantes ou je sais pas, tu parlais, c'est de la communication. Est-ce qu'il y a des gens qui t'interpellent dans ta résidence? Alors oui, j'ai des voisins qui m'interpellent. Alors déjà, j'ai mon voisin direct parce qu'en fait, mon balcon, c'est un balcon filant et on est séparés juste par une grille. Et ce voisin-là, en fait, alors c'est rigolo parce que moi, mon balcon est ultra chargé. Et lui, son balcon est ultra vide. On le verra. Et donc, mon voisin, une fois, m'a demandé si c'était mon métier. Parce qu'en fait, comme il y en avait tellement partout, il m'a demandé si c'était ma profession. Et je lui ai dit, non, c'est juste ma passion. C'est juste ma passion. Et c'est un voisin vraiment très sympa. Il a eu la gentillesse de me faire une photo pour mon livre. C'est lui? Oui, il m'a fait une photo depuis son balcon. Voilà, pour qu'on ait une autre vue de mon potager de balcon. Je me demandais qui a réussi à avoir autant de recul, mais je comprends mieux. Oui, c'est mon voisin, oui. Dis-moi, je vois des courges. Oui. Tu peux nous développer oui. Tu disais que ça fait longtemps que tu les as. Oui, avec plaisir. Donc, ce sont des courges que j'ai cultivées en 2019. Donc, je travaillais sur un projet d'agriculture urbaine à Gennevilliers qui consistait donc à cultiver 100 mètres carrés en potager pour alimenter les cuisines d'un restaurant. Et donc, à cette occasion, j'ai cultivé cette variété de courge qui est la courge de Siam. Donc, c'est une courge que je trouve très, très belle et qui a la faculté de se conserver très, très longtemps dans le temps. Une courge de conservation. Oui, de longue conservation. Et donc, cette courge, les fruits que j'ai là, je les ai récoltés en 2019. Oui, c'est ça, 2019. Et donc, voilà, ils sont toujours en bon état. Et en fait, je les ai cultivés pour les semences. Ouais, semences. Tu me disais que ce n'est pas les meilleurs. Alors, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Moi, je ne l'ai jamais goûté, donc je ne peux pas... T'oses pas croquer pour elles. Non, elles sont trop belles. J'ose pas les découper. Donc, c'est de me rapprocher un peu. Ouais. Oui, donc voilà. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que c'était une courge qui, a priori, sur le plan gustatif, n'est pas fameuse. A priori, hein. Après, moi, je ne l'ai jamais goûtée. Par contre, elle présente l'avantage de se conserver vraiment. Elle peut se conserver plusieurs années. Là, on le voit déjà. Là, on le voit déjà, parce que récoltée en 2019, on est en 2021, elle n'a pas bougé. Et puis, en fait, moi, je les ai cultivées pour la semence. Génial. Voilà, pour faire les graines. Et pour l'instant, je n'ouvre pas les courges parce que je trouve que le meilleur endroit de stockage, pour l'instant, c'est à l'intérieur de la courge. Donc, il n'y a aucune raison que j'ouvre les courges si je n'ai pas besoin de graines pour l'instant. Tu as bien raison. Donc, voilà. Écoute, je pense qu'on pourrait... on va pas toutes les faire, mais au-delà des tomates, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimes? Bon, tu dois tout aimer pour en avoir autant, mais des petits chouchous Alors oui, je cultive un peu tout. Donc bon, bien sûr, les tomates, c'est vraiment mon péché mignon. Là, cette année, j'ai semé plusieurs variétés de poivrons. D'accord. Parce que j'avais envie de découvrir plusieurs variétés. Et j'ai semé aussi 3 variétés d'aubergines. Okay. Donc poivrons et aubergines, je vais les cultiver en intérieur. Parce que malheureusement... Comment ? Tu dois les faire assez tôt, ça. Alors ça, effectivement, c'est des semis que j'ai commencé en janvier. Mais en fait, je vais les cultiver en intérieur parce que j'ai plus de place. J'ai essayé d'aller au bout du balcon, je le dis aux abonnés quand même. Je ne suis pas aussi fin, j'ai été coincé, donc non, c'est fou. Et ça doit être encore plus impressionnant, là, dans un mois, ça doit être... Oui. En fait, là, pour l'instant, je suis encore... j'ai commencé à mettre mes tomates, mais je n'ai pas toutes mes tomates au balcon parce que j'ai encore des cultures que j'ai faites l'hiver et au printemps. Typiquement, j'ai encore des blettes. Donc là, je commence à avoir un mixte. En fait, là, je suis en train de basculer totalement vers, entre guillemets, la belle saison. Et donc voilà, j'ai déjà repiqué quelques variétés de tomates, mais pas toutes. Et puis d'autres vont venir compléter au fur et à mesure que je récolte. C'est dingue. Voilà. Mais j'ai commencé à implanter, par exemple, dans un bac, j'ai déjà mis du maïs, parce que cette année, je vais cultiver une variété de maïs qui m'a été offerte par un maraîcher. Okay. Alors, j'ai plus le nom de la variété en tête, mais en fait, c'est un maïs qui est vert.
D'accord. Et un très très joli verre. Donc c'est un ami maraîcher dans la Manche, Norbert. Salut Donc, Norbert. Coucou Norbert si tu me Vas-y, vois. on fait les coucous, il n'y a pas de Donc c'est Norbert qui est passionné aussi de graines et c'est comme ça qu'on s'est connus, grâce aux graines, qui m'a donné un épi de ce maïs. Et donc cette année, je cultive ce maïs sur mon balcon et je l'ai déjà implanté en fait dans mon bac, en attendant que les autres cultures se terminent. Pour essayer d'en mettre un maximum, tu as des techniques, je sais pas, tu fais un dessin, un design, là, c'est un peu complexe, mais comment tu t'y prends? Parce qu'à un moment, tu plantes jusqu'à ce que tu puisses plus ou... C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je m'attendais pas à cette réponse. Alors c'est un peu ça. Je pars toujours avec un choix de variété. Comme je disais, par exemple pour les tomates, c'est toujours un peu le casse-tête. Parce qu'il y a tellement de variétés que j'aimerais cultiver et que je ne peux pas tout mettre, je suis limitée en place. Donc je pars toujours de variétés que j'aime, que j'ai envie de tester ou que j'ai envie de recultiver. Et en fonction de ma liste d'envie, je vois si ma liste d'envie peut rentrer sur mon balcon. Mais elle ne rentrera jamais. Mais non, c'est pas possible. C'est comme le jeu du qui est, t'essayes d'abattre des cartes. Voilà, elle ne rentre jamais, bien évidemment, sur mon balcon. Donc après, je procède par élimination. Le but quand même, c'est de mettre un maximum de cultures. Alors je densifie beaucoup mes cultures parce que sinon je pourrais pas mettre tout ça. Donc je réduis énormément les distances de plantation. Je joue aussi sur les cycles végétatifs. Parce qu'il y a des légumes qui ont des cycles relativement longs, d'autres des cycles relativement courts. Après, je joue aussi sur les hauteurs de légumes ou d'aromatiques. Tu peux parler des fameuses tomates qui sont définies, je ne sais pas quoi, justement, par rapport à ça? Oui, alors par exemple pour les tomates, on a des variétés à croissance déterminée et des variétés à croissance indéterminée. Donc tout ça se passe au niveau génétique. Les tomates, par exemple, à croissance déterminée, elles vont avoir une hauteur prédéfinie. Pas de mauvaise surprise. Voilà, donc on sait que c'est un plant qui n'ira pas jusqu'à une certaine hauteur. A contrario, donc les variétés de tomates à croissance indéterminée, elles, comme le nom l'indique, elles vont continuer à pousser, pousser, tant qu'elles peuvent. Après, on peut stopper un peu la croissance en coupant, en étêtant, donc en coupant la tige principale à une certaine hauteur. Mais voilà, donc moi je joue aussi sur ces aspects-là. Tu as encore un ou deux conseils, je sais pas, que tu utilises ici, que tu as dû mettre en place pour pouvoir planter au maximum? Alors pour planter au maximum aussi, je cultive sur plusieurs dimensions. Je vais cultiver, donc je cultive dans le temps, c'est-à-dire que je vais échelonner des semis, des plantations, je fais attention au cycle végétatif et après je cultive dans l'espace, c'est-à-dire que je vais optimiser mon espace au maximum. Donc je vais avoir des cultures sur plusieurs niveaux, un peu comme si j'essayais de créer une canopée. Je sais pas, peut-être ça peut se rapprocher un peu de la notion de jardin-forêt, même si, bien évidemment, voilà, c'est plutôt ça. J'essaye de cultiver sur plusieurs strates et j'essaye aussi de me servir de ce que j'ai. Alors, soit ce que j'ai, parce que j'ai mis par exemple des bambous, des tuteurs. Donc là, c'est des tuteurs entre guillemets artificiels, soit des tuteurs naturels. C'est-à-dire que par exemple la tomate qui a un port assez grand, je peux m'en servir comme tuteur. C'est-à-dire qu'au pied de la tomate, je vais planter quelques haricots ou quelques hippomées qui vont naturellement s'enrouler autour de la tomate. Là, j'ai repiqué du maïs parce que je vais me servir du maïs pour cultiver des haricots. Donc j'attends que le maïs soit à une certaine hauteur et ensuite je viendrai planter quelques graines de haricots et le haricot va se développer sur le maïs, un peu comme sur le principe de la mille-pas, des trois sœurs. Donc, les trois sœurs, oui. C'est-à-dire je connais les trois frères, mais les trois sœurs, je connais. Alors il y a les trois sœurs, c'est une association de culture d'Amérique du Sud qui consiste à associer en fait un maïs, donc un maïs, du haricot, en tout cas une légumineuse, en général c'est le haricot, et une courge, une cucurbitacée. Donc le maïs va servir de tuteur au haricot.
La légumineuse, elle a la propriété de capter l'azote atmosphérique et de restituer l'azote au niveau du sol. Donc, elle va jouer ce rôle-là. Et puis, la courge, comme elle a un port plutôt bas et étalé, elle va permettre de préserver l'humidité au pied de la culture. Tout ça dans un bac. Donc, alors, moi, j'adapte un petit peu. Là, je ne ferai pas de courge, en fait. Bien que j'en avais fait l'année dernière. J'avais fait de la courgette. Là, je ne vais pas en faire cette année. Mais par contre, je vais effectivement me servir du maïs en tant que tuteur pour mes haricots. Et au pied, je pense que je mettrai des laitues, en fait, pour faire un peu couvre-sol. Voilà. Donc, c'est un peu une mille-pas adaptée à ma façon. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors ce qui est important quand on démarre, c'est de tenir compte de l'exposition de son rebord de fenêtre ou de son balcon et en fonction de l'exposition, de cultiver les plantes adaptées. Il ne faut peut-être pas quelquefois s'obstiner à cultiver une plante que l'on met dans les conditions qui ne sont pas favorables. Alors on pourra peut-être toujours la cultiver, mais elle ne donnera pas son maximum. Donc, du coup, il faut vraiment tenir compte de son expo, si c'est nord, si c'est sud, le nombre d'heures d'ensoleillement que l'on a. Et en fonction de ça, cultiver les plantes appropriées. Justement, toi qui adores les tomates, ça a besoin de combien d'ensoleillement en moyenne? Les tomates, c'est à peu près, je dirais, entre 6 et 8 heures, même plus 7-8 heures d'ensoleillement. Donc voilà, faut avoir ça à l'esprit. Direct ou ça peut être quand même un ensoleillement Moi, ils ont le soleil plein pot, hein. Ouais, vraiment plein pot. Ouais. Okay. Donc voilà, et puis si on est plutôt exposé nord, à ce moment-là, privilégier les légumes feuilles, parce que ces légumes-là ont besoin de moins de durée d'ensoleillement en fait. Donc, plutôt partir sur ces légumes-là. C'est quoi les légumes feuilles? Quelques exemples? Oui, alors les légumes feuilles, en fait, ce sont les légumes dont on mange les feuilles. Donc, les blettes, les laitues, chouquel, par exemple. Ça aussi, c'est un légume feuille. Et facile à... Oui, très facile. Alors, typiquement, moi, je cultive beaucoup de blettes l'hiver, beaucoup de chouquel aussi, parce que c'est vraiment... c'est vraiment très très simple et on ne peut pas rater ce type de culture, quoi, en fait. Valérie, voilà. Franchement, merci. Alors, je pose parce que j'ai pas assez de mémoire sur le support sur lequel je suis. Oui. Merci pour ce retour d'expérience. Oui. Je mettrai sur le côté par là la couverture du livre. Oui, que par là, aussi. par là. Voilà. Comme tu veux. Je vais essayer de mettre les deux en même temps. Voilà, je vais faire suivre. Oui. Et merci pour ce partage et ça me fait plaisir de pouvoir montrer aux personnes, comme je te disais, pour certaines qui sont coincées et qui aimeraient avoir bien sûr un terrain, qu'on peut quand même se lancer. Oui, et puis je trouve que c'est important de commencer, même si on est en ville, de ne pas attendre le terrain, parce que tout ce qu'on fera servira pour la suite. Donc c'est important de commencer, parce que déjà on se fait plaisir parce qu'on a envie, mais en plus on emmagasine des connaissances, de l'expérience pour l'étape suivante. C'est en faisant qu'on fait. Tout à fait. Ça c'est subtil. Pas mal, c'est simple, c'est pas de moi. Valérie Tsimba, merci beaucoup. Merci Brian. À bientôt. À bientôt.